Je suis amusé à faire juste quelques images qu'on peut partager ensemble. Donc, surtout pour faire un panorama en fait et une classification des métiers, puisque on parle beaucoup plus des opportunités du sport et ce qu'il peut apporter et c'est quoi nos lacunes en termes d'Afrique. Donc c'est surtout pour faire une catégorisation des différentes professions directement liées au secteur de sport. Donc on peut voir cette carte, peut-être vous pouvez mettre sur le côté pour que vous puissiez partager également. Donc on peut voir ça, c'est tous les métiers du sport en fait. Je me suis amusé à faire un peu toutes les corrélations. Donc comme il a dit Sifka, on voit tout ce qui est à gauche, tout ce qui est pratique sportive, ce qui est de standard, là où il y a en fait toutes les organisations, les institutions sportives, y compris bien sûr le sport scolaire, de loisirs, de bien-être, des personnes à mobilité réduite ou d'handicap. Et puis du côté là où c'est mort, c'est tout ce qui est encadrement qui va en parallèle en fait avec cette pratique. Mais tout se satellise, les métiers qui sont satellisés en fait par rapport au sport. On peut trouver tout ce qui est marketing et sport avec toutes les composantes. À droite les technologies, c'est tout ce qui est en fait tout ce qui est industrie du sport. Également tout ce qui est gestion, administration, formation des agents de joueurs et autres. Sur la santé, bien sûr, tout ce qui se rapporte à la santé, pas seulement les médecins et les kinés, mais également tout ce qui est nutrition en parallèle, tout ce qui est préparation mentale, tout ce qui est recherche en sport, en physiologie appliquée par rapport à tous les sports. Et puis en rouge, on voit en bas tout ce qui est événementiel et tourisme sportif. Et là, juste pour vous donner un exemple, pour un méga événement, et ben, parfois on est sur 8000 personnes à organiser un événement, surtout quand c'est encore plus quand il s'agit des Jeux Olympiques ou quand il s'agit de méga événements. Et puis tout ce qui est communication et médias sportifs aussi, avec toutes les composantes. Mais ce qu'il y a par rapport à ce mapping, en fait, cette cartographie, ça nous montre tous les métiers en fait, et qui concernent en fait le thème, tous les métiers qui tournent autour du sport et qui dépassent les 100 métiers. Donc pour ça, donc, je me suis amusé juste à regrouper des informations. Donc pourquoi en fait, si on fait juste un petit benchmarking, une petite comparaison avec l'Europe, on remarque que par exemple pour le revenu global ou les revenus globaux du sport, c'est plusieurs centaines de milliards pour l'Europe, donc c'est à peu près 40% de revenus globaux au monde du sport, alors qu'il n'est qu'à 12 millions de dollars pour l'Afrique. Et ainsi de suite, c'est presque les mêmes valeurs. Donc on se demande pourquoi. Et bien la seule raison, c'est que par rapport à notre continent, pour l'Afrique, donc on voit que ces métiers qu'on a vus dans la cartographie première, c'est que ces métiers n'existent pas ou ils sont très rares. Donc soit que ce sont des métiers qui sont émergents, donc rares ou absents, comme la préparation mentale avec toutes les composantes, tout ce qui est scientifique, c'est la physiologie appliquée par rapport à chaque sport, tout ce qui est biomécanique pour les optimisations des performances, y compris les études en aérodynamique, en hydrodynamique et autres. Les coachs e-sport, ça se développe énormément maintenant, donc il y a même des ligues maintenant en Europe, des championnats du monde aussi. Et puis en bas en orange, on trouve tout ce qui est analyse de la performance, tout ce qui est bioméca, l'aide de l'IA, l'analyse des données aussi bien pour l'équipe ou pour l'athlète que pour ses adversaires. Et puis tout ce qui est réhabilitation. La réhabilitation ne concerne pas que les déchirures, mais ce qu'on dit maintenant, c'est de la réathlétisation, c'est d'essayer de ramener un athlète ou un sportif de façon générale le plus tôt possible sur le terrain. Normalement, s'il doit avoir un repos de 3 mois, il faut essayer de le faire en moins de ça, et c'est le cas de Naïf Agger en Coupe du Monde en Angleterre. On a donné à Naïf Agger dans les 3 mois pour récupérer, et ben il a pu récupérer au Maroc au bout de 26 jours. Donc tout ça, ce sont des métiers en fait qui sont inexistants en Afrique, et c'est ce qui fait son impact en termes de revenus aussi du sport. C'est parce qu'il y a beaucoup de métiers. Je passe aussi à d'autres pour les designers d'équipements sportifs, donc pour la conception d'équipements,
les chefs de produits, en bas tout ce qui est matériaux. Pour les matériaux, à titre d'exemple, il y a des pointes pour les athlètes en fibre de carbone ou selon son matériau qui ne dépassait pas 150 grammes. Donc tout ça, ce sont des petits détails en fait qui font la différence par rapport au niveau. Et puis le côté droit, c'est tout ce qui est juridique, économique, politique et tout ce qui est technique et logistique dans les compétitions. Donc tout ça, il y a encore d'autres métiers en marketing, en consultant de gestion, en expert en diplomatie sportive, les responsables du sponsoring, les gestions des droits, les TV compound, entre autres. Donc le fait qu'il y ait cet écart aussi, c'est qu'il n'existe pas ces métiers. Et s'il n'existait pas, c'est parce qu'il y a il n'y a pas de formation qui concerne ces jeunes. Donc les raisons, les principaux défis, c'est surtout l'infrastructure qui est insuffisante. On ne peut pas faire du haut niveau si on n'a pas une bonne piste en tartan, si on n'a pas un bon terrain, si on n'a pas une piscine chauffée. Donc c'est très important. Donc la faiblesse structuration de la formation, c'est important. La formation des cadres, la formation des formateurs aussi, c'est important. Les manques de politique publique, c'est quoi l'État? Est-ce qu'il a un engagement par rapport au sport? Les déficits de financement, il y a toujours, selon les pays, il y a des priorités, c'est normal. La santé avant, l'éducation avant le sport. Et puis les fuites des talents, quand il y a des talents, que ce soit des sportifs ou des managers ou autres, donc il peut s'épanouir ailleurs, là où il a plus de moyens. Et en plus, la marginalisation de tous les métiers qui sont hors terrain, qui sont peu valorisés. Donc il y a les patrons, c'est l'entraîneur, son adjoint, et pas plus que ça, et tous ceux qui sont autour, c'est secondaire. Et puis des opportunités à saisir par rapport à notre continent, c'est surtout une jeunesse, des talents qui sont bruts, c'est-à-dire qu'on peut toujours développer. Les grandes compétitions continentales, ça devra être comme la Coupe d'Afrique, les Jeux de la francophonie, les Jeux méditerranéens et autres, doivent être une bonne opportunité en fait pour créer des partenariats internationaux et bien sûr encourager tout ce qui est entrepreneuriat sportif. Donc je passe à la francophonie. Donc je me suis amusé de voir la francophonie de façon générale et la francophonie en Afrique. Donc il y a aussi deux vitesses par rapport à la francophonie. Donc quel est l'apport de la francophonie européenne ou nord-américaine par rapport à l'Afrique aussi? Donc c'est deux points, et que par rapport à cette francophonie, je pense qu'il y a des points que francophonie, on doit s'intéresser à tout ce qui est renforcement des capacités locales, la structuration des institutions, aider à la création d'instituts de formation et autres, des appuis politiques publics sportifs. L'infrastructure aussi c'est important, l'économie du sport et la valorisation des talents africains. Je ne veux pas vous tenir longtemps. Donc toujours par rapport à cette francophonie, donc pensez au gagnant-gagnant, coopération gagnant-gagnant, pour un rôle structurant, pour le partage d'expertise, le renforcement des capacités, le financement et l'innovation, la coopération culturelle, la professionnalisation des métiers et créer de l'emploi et l'innovation locale. Pour la conclusion, donc le métier du sport représente aujourd'hui un champ d'opportunités considérable pour l'Afrique et l'ensemble de l'espace francophone. Il faut exiger une réponse coordonnée aux nombreux défis structurels d'éducation, d'institutions qui freinent le développement, de renforcer les synergies entre les pays francophones et en conjuguant la coopération internationale et ancrage local, l'espace francophone peut se développer pour le profit de la jeunesse. Merci. Merci. Je pense que le besoin de partage de bonnes pratiques justifie notre présente rencontre pour identifier ce qui marche, ce qu'on doit améliorer, pour qu'on puisse avoir des politiques sportives répondre à nos besoins et à nos réalités. Vous avez rappelé l'importance d'avoir cette approche holistique du sport, en tout cas de la gouvernance du sport, du préscolaire à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement technique et professionnel, qui est extrêmement important. Votre document devrait pouvoir nous aider à avoir beaucoup plus d'inclusion et de diversité dans nos politiques sportives. Le dernier message, peut-être le dernier mot pour chaque participant, serait de voir
En fait, quel serait votre dernier mot? Quel serait le message que vous lancerez aux décideurs ici, praticiens de sport, mais surtout à cette jeunesse qui constitue la graine du sport en Afrique, mais aussi dans l'espace francophone? Merci beaucoup. Alors moi, mon dernier message pour la jeunesse, mais pour nous tous, c'est qu'on parle beaucoup de politique publique. Qu'est-ce que la politique publique? Qu'est-ce que les politiques vont faire? Bah, à vrai dire, depuis maintenant, je vais bientôt avoir 60 ans, j'ai toujours entendu ça. Bah, ils n'ont pas fait grand-chose. Ceux qui font, ce sont la société civile, c'est vous. Ce sont les petites associations qui vont entraîner les jeunes. Ce sont d'autres associations qui vont prendre le relais. Ce sont des fédérations qui travaillent. Ce sont des professeurs qui font de la recherche. C'est la société civile qui n'est pas consciente de de sa puissance et de sa force. Et je pense que si on prend conscience de ça, on peut encore aller plus loin. Il y a des pays, par exemple, il n'y a pas de politique publique du sport. Prenez les États-Unis, qui ne donnent pas $1 pour le sport. Et pourtant, il y a beaucoup de sportifs, il y a le sport de haut niveau, et tout le monde fait du sport là-bas. Parce qu'ils ont compris que le sport, je ne parle pas du sport de haut niveau aux États-Unis, mais le sport santé, ça va remboursé par la sécurité sociale, donc ils sont obligés de faire du sport. Et ça s'est beaucoup développé. Donc il y a un travail entre le privé et la société civile qui fait qu'aujourd'hui nous avons des choses extraordinaires qui se font. Ça commence un petit peu chez nous au Maroc, même si on reste toujours en attente de ce que vont donner ceux qui ont en charge de la politique sportive. Et je pense pour l'Afrique, c'est vrai qu'il y a un manque de moyens, mais pas au niveau entrepreneurial que les États-Unis. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'ils font des choses, bah, tant mieux. Il faut qu'ils fassent des choses et c'est leur responsabilité. Tout à l'heure, vous parlez des écoles primaires. Les écoles primaires ne dépendent pas des municipalités ici au Maroc, elles dépendent directement du ministère. Et c'est pour ça qu'il y a une grande difficulté. Les municipalités ne s'impliquent pas. Les municipalités vont chercher juste à acheter des droits, malheureusement. Et en échange, ils ne donnent rien au retour. Enfin, ils donnent quelques billets pour avoir la voix des gens pour voter pour eux, et après, il n'y a plus rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un mindset à changer. Et ce mindset, on ne le trouvera pas dans l'espace francophone, parce que la France, on a ce modèle français qui reste un peu un modèle régalien et qui contrôle tout et qui intervient dans tout. Alors que peut-être qu'il faut changer de mindset. Rappeler que la question des politiques publiques et de l'engagement du sport, du positionnement du sport comme pas seulement espace sportif de divertissement, mais qui doit migrer vers une inclusion socio-économique, c'est-à-dire une politique sportive réelle, holistique. Il est vrai que certains États font de grands efforts. Vous avez cité le cas du Royaume du Maroc, ça peut être le cas du Sénégal ou de notre pays. C'est à des niveaux différents. Les efforts sont faits. Il est important de reconnaître les efforts que les États mènent pour mieux positionner. Quoique, nous devons avoir cette franchise de reconnaître que ce qui manque, c'est cette jonction entre les efforts des États et les efforts de la société civile, ce qui est extrêmement important. Je pense que c'est là où le gap devrait pouvoir être rempli pour qu'on puisse avoir plus de dialogue. Parce que la question du dialogue, c'est comment également traduire les politiques publiques, les politiques sportives en action concrète au niveau du terrain. Et quand on parle du terrain, c'est toute la question de la responsabilité des collectivités territoriales. Comment engager les associations de jeunes, comment engager les associations de femmes, comment impliquer les maires, les parlementaires, pour que tous unis, on puisse revoir notre vision du sport, pour que le sport puisse être un levier d'accélération de l'agenda 2065. Au-delà, même en lien avec l'organisation islamique, ou bien en lien avec les ONG, mais cette synergie est très importante. Donc les États font des efforts, mais à des niveaux différents. Donc, nécessité de créer cette jonction. Merci encore. Je voulais répondre sur la question de la violence, parce qu'elle me semble très importante, d'autant plus qu'on a des jeunes qui sont avec nous. Et à Dakar, on a essayé de diagnostiquer le contexte, parce que lors des compétitions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de violences qui interviennent. Et fondamentalement, la cause principale, c'est le pari sportif. Le pari cyber, tous les jeux cyber et autres. Donc la problématique à ce niveau, c'est que ce sont ces paris même qui injectent de l'argent autour des différentes disciplines sportives. Maintenant, comment faire pour séparer les paris et les compétitions?
pour qu'il n'y ait pas d'influence négative autour de cette jeunesse qui ne s'intéresse maintenant, au lieu de s'intéresser à la compétition, aux résultats et autres, la jeunesse ne s'intéresse qu'aux résultats par rapport au paris sportif. Et donc, c'est très problématique parce que ça fait qu'un jeune qui part au stade, ce n'est pas un problème pour lui si l'équipe gagne ou pas. L'essentiel, c'est que s'il coche, par exemple, un résultat positif qui va lui apporter de l'argent, et que ça rate, bonjour les dégâts. Donc, c'est très problématique à ce niveau. Et je pense que ça demande une réflexion très pointue parce qu'au Sénégal, actuellement, le taux de violence sportive est très, très, très élevé et que ça freine en quelque sorte aussi l'amour ou l'attachement du public. Parce qu'il y a un public, le sport, à mon avis, je me dis que c'est un public très particulier. Vous faites un sondage, vous verrez que quand on parle de football, mais les femmes sont presque en retard par rapport, que ce soit des femmes en termes de public, que ce soit des femmes pratiquantes. En tout cas, pour le Sénégal, on voit moins de femmes au stade que d'autres. Donc, à partir de ce point de vue, je me rends compte que la violence, quand même, freine quelque part cette allure de participation exhaustive qu'on devait avoir par rapport donc, au sport, au discipline sportive en général. Donc, ça demande un diagnostic. Je ne sais pas, au Maroc, est-ce que vous avez des problématiques du genre, mais au Sénégal, quand même, ça nous fatigue énormément cette question de violence. Pas plus tard qu'avant-hier, pour un match de derby, on a décompté pas mal de jeunes blessés, des gendarmes, policiers blessés. Donc, ça, c'est toujours à la une de l'actualité et ça mérite d'être étudié. Bon, pour terminer, avant de passer la parole, il y a des Jeux olympiques de la jeunesse qui sont en perspective au Sénégal. J'ai beaucoup aimé l'exemple de la Côte d'Ivoire où il y avait le Kokan. Le Kokan qui a engagé beaucoup de jeunes qui forcément n'étaient pas intéressés par le sport. Mais autour de l'événement, on a eu des centaines de milliers de jeunes qui ont coopéré autour de la Côte d'Ivoire. Et ça a démarré par l'amour de la patrie d'abord, la participation citoyenne, sans rien attendre par derrière. Et je pense que ça, c'est des exemples à donner aux pays francophones pour que les jeunes aient l'envie de participer sans rien attendre. Parce que ça démarre par ça. Bon, quand on parle de métier, tout de suite on passe à la redevance. Mais il faut susciter l'envie chez les jeunes de participer autour d'une action citoyenne pour effectivement embellir l'événement. À Dakar, on est en train d'expérimenter ce qu'on appelle le Learning Academy avec un recrutement massif de jeunes qui volontairement vont venir accompagner ces Jeux olympiques parce que c'est un événement très costaud. Je pense que c'est la première fois que l'Afrique organise les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, pour dénombrer un peu, on a 206 nationalités qui seront à Dakar. C'est énorme. Donc, 400 sportifs, 1800 officiels, etc. 35 disciplines. Donc, ça, c'est énorme. Et à partir de ce moment, ça ne doit pas se limiter au Sénégal, mais on doit appeler tout l'espace francophone à une participation. Et c'est à travers le recrutement d'acteurs ou bien de jeunes qui ont envie de participer et de découvrir l'organisation de ces compétitions pour qu'ils puissent participer. J'aurais aimé aujourd'hui voir des Marocains au cœur de l'organisation des Jeux olympiques à Dakar, comme ce fut le cas toujours en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'étais au cœur de l'organisation en Côte d'Ivoire en tant que Sénégalais. Plusieurs nationalités se sont réunies là-bas et ça a été une très grande réussite parce que je me suis rendu compte tout simplement que je voyais des jeunes filles qui n'avaient rien à voir avec le sport, mais qui quand même ont participé à l'organisation et cela peut susciter l'envie d'aller toucher les métiers qui gravitent autour du sport. Bon, après, je vais remercier tout le monde, passer la parole à mon copanéliste pour qu'il revienne un peu sur la question de la violence, sur une comparative entre le Maroc et le Sénégal, parce que quand même en termes sportifs, nous, au Sénégal, on respecte beaucoup le Maroc en termes d'avancée sur le plan infrastructurel, mais aussi sur le plan de l'idéologie sportive, surtout pour le football quand même. Je pense que le Maroc est un exemple en Afrique et dans la zone francophone sur ce plan. Effectivement, il est bien de rappeler le modèle quand même marocain qui est très inspirant en matière de positionnement du sport. Et le point que vous avez abordé également sur l'engagement citoyen et la gouvernance du sport, je pense que c'est un élément fondamental. Et là, vous allez m'amener à vendre un peu la mèche sur un programme que nous préparons avec le Sénégal pour un lancement de mouvements citoyens des jeunes à travers un cadre de volontaires des jeunes qui va nous permettre de rassembler des jeunes de différentes nationalités, formés sur la question de sécurité et de gouvernance du sport et qui seront mis à disposition pour faciliter les Jeux olympiques. Vous avez parlé du leadership féminin et je pense que le Sénégal a une opportunité unique. C'est le fait d'avoir pour la première fois une femme ministre en charge de la jeunesse, de la culture et du sport. Je pense que ça va ouvrir les voies à plus d'espoir pour une meilleure présence des femmes. Merci. Monsieur le directeur, votre dernier mot par rapport à la sécurité dans l'espace sportif.
Le dernier mot, à part la sécurité, moi je pense que l'Afrique, elle a les moyens, elle a une jeunesse, elle a du potentiel. Et je pense qu'il faut penser aussi aux relations sud-sud, c'est très important. Si on parlait des exploits du Maroc, c'est pas un fruit du hasard, mais c'est un travail qui est de longue durée, qui dépassait les 14 années. Donc la première des choses qui est importante pour le développement de la jeunesse, c'est l'infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, il y a de la violence. Pourquoi? Parce que normalement, quand il y a des grands matchs, l'exemple du Sénégal qui va jouer contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Et puis, l'ouverture des portes 5 heures avant, 6 heures avant, et vous êtes à l'intérieur, il manquait les sanitaires, il n'y a pas des points d'eau, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas, c'est que l'infrastructure qui fait défaut. Et que les gens, ils ne peuvent pas être 4 heures, 5 heures avant le match et rester encore 2 heures, ça fait 7. Il n'y a pas des points de ravitaillement, ainsi de suite. Et que quand on a une bouteille de limonade ou autre, ça ne peut servir que comme projectile par la suite. Parce qu'il y a cette frustration, et puis les gens sont fatigués. Les insolations, entre autres, c'est pas une raison. C'est pas la seule raison en fait du mouvement du hooliganisme, c'est autre chose. Mais parler quand même que le fait que pour le cas du Maroc, déjà par rapport à la pyramide de la structuration du football, si on prend l'exemple du football, c'est qu'au bout de 5-6 années, le Maroc il a construit des alentours de 145 pelouses en gazon artificiel un peu partout au Maroc, au Sahara, dans les montagnes, dans les zones les plus reculées, et que ça a permis d'avoir plus de participants. Et que le fait que ces participants, au niveau des petits patelins, au niveau des villes, donc ils participent au niveau des académies, donc il a plus de chances d'accéder à un niveau supérieur au niveau régional, puisqu'au niveau de la fédération, il y a des centres fédéraux, ils ne sont pas tous construits, mais il y a un centre programmé dans chaque zone au Maroc. Donc, on a 12 régions, donc 12 centres régionaux, et que ce système pyramidal, il donne l'opportunité à tous les jeunes, garçons et filles aussi, parce qu'il y a un programme énorme qui est fait par rapport aux filles. La preuve que au niveau du complexe Mohamed VI de football, l'hôtel de l'équipe nationale A, il est partagé avec les filles aussi. Donc c'est l'hôtel de l'équipe nationale A, garçons et filles. Et ça, c'est un symbole pour encourager la petite fille et toutes les filles en fait au Maroc pour pratiquer du sport. Et lorsque on retourne encore à l'infrastructure, quand on est dans de bonnes conditions dans les stades, eh ben, les femmes, les filles, les enfants, ils peuvent accéder aussi. Donc on ne peut pas envoyer une petite fille ou une dame et qu'elle n'a pas de place peut-être. Ils ne sont pas numérotés, ou qu'il n'y a pas de sanitaire, ou qu'il n'y a pas de place pour les personnes à mobilité réduite. Donc l'infrastructure, c'est elle qui tourne autour du sport ici. Et merci. Merci encore. Donc, le physique doit tenir compte, bien sûr, des besoins spécifiques des femmes, également des besoins spécifiques des personnes à vulnérabilité, de blessures séparées. C'est là où, dans mon introduction, je remercie et félicite le doyen de la faculté des sciences et de l'éducation de l'Université Mohamed V d'avoir mis en place des blessures séparées. Ça, c'est un élément très fondamental. Mon fort également, c'est comment professionnaliser le sport en Afrique et dans l'espace francophone. Aller au-delà du marketing, de l'aspect commercial, de la vente des talents. Mais que le sport soit une vision, et derrière cette vision, bien sûr, pouvoir véhiculer des valeurs universelles liées au sport, qui sont de solidarité de paix, mais le plus important également, pouvoir promouvoir notre héritage socioculturel. C'est là où aussi je suis restée un peu sur ma fin. Je pense que l'aspect culturel est une dimension fondamentale dans la consolidation du sport. Nous avons les sports traditionnels, ça a toujours existé dans nos sociétés traditionnelles, véhiculant vraiment des valeurs de paix, de stabilité, de partage et d'activité génératrice de revenus pour plus de développement communautaire. Ça également, c'est un aspect très important.
Vous avez parlé de la coopération scientifique qui est un must, parce que partager les mêmes espaces, partageant les mêmes visions, mais également les mêmes défis par rapport à une coopération internationale organisée gagnant-gagnant, ne pas imposer des défis. Et vous avez également parlé de l'importance de lier l'économie sportive à la transformation digitale. Le potentiel de l'intelligence artificielle également qui est très important. Vous avez parlé de cette approche qui doit nous amener à mettre aussi en exergue la dimension mentale, la question de la santé mentale dans le côté sportif, de l'expression de résilience, tout est dans le mental. La question de la nutrition, on en a un peu parlé, mais également c'est un potentiel énorme dans l'industrie sportive. Sport, nutrition for sport, c'est un élément fondamental. Tout se joue dans ce qu'on mange également. Donc ça, c'est cette dimension nutritionnelle très importante, sans compter que, bien sûr, nous sommes tous appelés à pratiquer le sport dans le monde islamique et au niveau africain, l'espace francophone, et surtout consacrer également les femmes ont ce rôle naturel également de renforcer le sport dans l'espace familial, mais également dans l'espace sociétal en général. Donc merci encore. Monsieur le Président, je pense que vous avez des grands défis en termes de regrouper toutes ces recommandations pour qu'on puisse accompagner les États et les différents acteurs pour qu'on ait beaucoup plus de politiques sportives qui répondent à nos besoins. Merci.